Comment répondre à cette question? Il y a quoi de culturel à s'amuser? C'est de faire de vous quelqu'un qui avait un avant Enigma et un après Enigma. Alors là, je vais m'attirer certainement la foudre de tous les pédants qui font de la culture. Bienvenue sur cette deuxième vidéo, le jour 2 du journal des aventures Enigma. Je vous rappelle qu'on a fait ces vidéos dans un format assez long parce qu'on essaye d'atteindre 3 choses. On essaye d'archiver un petit peu notre histoire, on essaye de répondre à vos questions en commentaire et on essaye de vous donner de première voix la manière dont on travaille et comment on conçoit le monde, qui soit le monde entrepreneurial, le monde ludique ou le monde des aventures, de telle façon à ce que vous puissiez voir où sont les différences, comment est-ce qu'on est arrivé à cette conclusion-là, pourquoi dans nos jeux il n'y a pas d'acteurs, enfin toutes ces différentes choses. On a bien sûr quelques avances par rapport à la temporalité normale, c'est-à-dire que la vidéo que vous verrez au moment où elle sera diffusée, elle aura été tournée, 3-4 semaines avant sa diffusion. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas pu répondre à tous les commentaires de la première vidéo, puisque à l'heure actuelle, et d'ailleurs merci pour tous ceux qui ont été la voir, on a un seul commentaire de Greg, d'ailleurs merci Greg, qui ne laisse pas place à des réponses, et donc on se réjouit de répondre à vos commentaires dans l'intervalle, dans notre jour 3, qui interviendra dans le courant du mois d'avril, quelque chose comme ça. Elle est active dans le domaine du divertissement culturel, si j'ose appeler ça comme ça. C'est-à-dire que c'est à la fois du divertissement et à la fois de la culture. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. Une définition assez courte de la culture. Peut-être que j'aurai l'occasion d'aller un peu plus loin plus tard, mais disons comme ça, pour moi, la culture, c'est le divertissement de l'intellectualisme, c'est-à-dire que c'est ce qui divertit la tête, là où le divertissement est plus un divertissement de l'âme ou du corps. Si on s'en tient à cette définition-là, c'est presque faire un pléonasme que de dire divertissement culturel, mais on voit bien ce que ça veut dire. Je pense que les produits Enigma peuvent ne pas être divertissants, parce qu'on a des produits très sérieux. Par contre, il n'y a aucun produit de divertissement d'Enigma qui n'est pas culturel. Et je pense que c'est même une des valeurs de la société. Mais au fait, je crois qu'on les oppose que politiquement. C'est-à-dire que dès qu'on a besoin de faire partie d'un département, d'avoir besoin d'argent, je crois qu'il y a trois domaines qui se répondent ou où on a l'impression qu'ils se tirent un peu la bourre, c'est le sport, la culture et le divertissement. Et on doit toujours se définir pour expliquer ce qu'on fait. Mais en fait, c'est totalement artificiel de faire cette séparation parce que on peut se divertir en faisant du sport, on peut faire du sport culturel, c'est du sport cérébral, on peut culturellement se divertir. Enfin, on a dû créer ces différentes amphores pour pouvoir expliquer ce qu'on fait et surtout pour pouvoir obtenir des financements ou en tout cas des appuis. Parce qu'on a l'impression que dans la tête de ceux qui nous dirigent, on doit faire ce choix. Mais intrinsèquement, il n'existe pas. C'est-à-dire que dès que vous faites un produit, c'est celui qui veut le définir qui se confronte au problème de est-ce que je suis divertissant, est-ce que je suis du sport ou est-ce que je suis culturel. Nous, ce qu'on propose, c'est un produit. Et puis ça dépend de l'angle sous lequel vous le tournez. C'est-à-dire que, prenons un jeu d'échecs. Un jeu d'échecs, ça semble être un joli sport cérébral. Voilà. Comme ça, intuitivement, de base. Si le jeu d'échecs, par le mouvement de ses pièces, il arrive à être une sorte de simulation
d'une guerre d'antan. Il devient culturel. Parce que forcément, qu'on s'attache à ce qui fait d'une civilisation ce qu'elle est, pour comprendre pourquoi le cheval marche ou bouge comme ça sur l'échiquier. Et puis à partir du moment où vous faites un tournoi, ben c'est presque un sport, parce qu'il y a un gagnant, il y a un perdant, puis je ne parle pas de ceux qui jouent à des multitables. Donc vous voyez bien que partir du produit pour définir ce qu'il est n'est pas suffisant. Il faut qu'on aille bien au-delà. Et de jouer au vase communicant pour que si c'est du sport, alors ça n'est pas culturel, c'est d'après moi absurde. Voilà. Donc on est un produit qui fait un peu tout. Je pense qu'il y en a qui ont transpiré en faisant Prison Island, je pense qu'il y en a qui ont découvert la géographie en faisant Prison Island, il y en a qui ont découvert les instruments de musique en faisant Prison Island, et puis à la fin tout le monde est quand même dans le bar Jules Verne, et puis dans le bar Jules Verne, on a un mini-golf qui parle de toutes les œuvres de Jules Verne qui est on ne peut plus culturel. Bon, il y a déjà la définition d'entreprise. Alors, il y a plein de définitions d'entreprise. Nous, quand on parle d'entreprise, moi, quand je parle d'entreprise, je parle de ce qu'on fait nous, chez nous, c'est-à-dire de partir de rien pour essayer de créer une valeur. Donc, pour moi, l'entreprise, c'est pas quelque chose d'installé, c'est pas quelque chose qu'on dirige, c'est quelque chose qu'on crée, c'est quelque chose qu'on invente. L'entreprise dont je parle, quand vous entendez le mot entreprise dans ma bouche, je parle de ça, de ceux qui font du 0 à 1, c'est-à-dire qui partent du néant pour essayer de créer quelque chose. Donc pour moi, une entreprise culturelle, c'est déjà une invention. Ensuite, culturelle, pour moi, il y a trois définitions il y a trois choses qui fondent la culture. Alors j'espère que je ne vais pas me ramasser toutes les foudres de tous ceux qui connaissent bien mieux le sujet que moi, mais il y a trois choses qui sont très importantes dans la culture. Il y a les éléments communs qui font qu'une région, qu'une localité, qu'un pays puisse se reconnaître. Les aspects culturels d'une civilisation. C'est-à-dire que le Valaisan qui mange de la raclette et qui boit un verre de vin blanc à l'apéro, c'est quelque chose de culturel. Tous les Valaisans partagent ça. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit le faire, ça ne veut pas dire que tout le monde est heureux avec ça, mais ça fait partie de la culture valaisanne que de manger une raclette en buvant un verre de blanc. Le deuxième aspect, c'est tout ce qui fait notre histoire. C'est-à-dire que on explique la civilisation des Helvètes par le fait qu'un jour ils ont voulu aller voir les Romains pour leur dire viens on fait partie du même groupe, et puis finalement les Romains ils ont dit non, et puis ils sont revenus en Suisse en disant bon on va faire tout seul alors. C'est la même civilisation qui explique que à un moment donné, quand on était sous les Habsbourg, on s'est réunis 3 cantons, on a levé 3 doigts et puis on s'est dit s'il y a quelqu'un qui touche à toi, je viendrai t'aider, et ainsi de suite. Et ça, c'est des choses qui sont tenues dans nos tripes et ça fait partie de notre civilisation helvétique. On se reconnaît dans ça, même si c'est fake, même si c'est exagéré, quoi qu'il en soit, on est suisse parce qu'on croit que Guillaume Tell a existé. Voilà. Ça, c'est le deuxième aspect culturel. Et le troisième aspect culturel, il faut qu'on puisse défier l'intellect. Donc un produit culturel, si on fait la liste des produits culturels, très vite on arrive dans les arts, et donc dans la littérature, dans la peinture, dans la sculpture, dans ce qui défie l'imaginaire et l'intellect. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que jouer au ballon soit culturel. Par contre, je suis certain que le football est culturel. C'est même un des aspects mondiaux sur lequel les gens se retrouvent culturellement. Et c'est grâce au football, si je prends un exemple de choses qui n'a vraiment rien à voir avec Enigma, c'est aussi ce qui fait que mondialement, on peut comparer des gens qui le font aussi bien en Amérique du Sud qu'au Japon. Donc la culture, c'est ces trois choses. C'est défier l'intellect, avoir des lieux communs pour une localité ou une région, et puis c'est découvrir notre histoire. Une entreprise culturelle, c'est donc une société avec des employés, avec des finances, avec tout ce qui fait qu'une entreprise existe, qui dans notre cas est partie de rien pour inventer quelque chose qui n'existait pas encore, dans le but soit de réunir des gens par rapport à leurs attributs culturels, soit pour expliquer leur histoire, savoir d'où on vient,
soit pour défier l'intellect. Et chez Enigma, on essaye à chaque fois d'en résoudre en tout cas 2 sur 3. Qu'est-ce qu'un produit culturel ? En fait, c'est assez intéressant parce que, effectivement, si on définit la culture par rapport à ce qu'elle est ou ce qu'elle devrait être, s'ensuivent forcément des définitions qui permettent d'appréhender la culture. C'est-à-dire que dès que vous parlez de culture, il y a forcément des acteurs culturels, et ces acteurs, il y en a de différentes sortes. Il y a ceux qui créent la culture, il y a ceux qui jouent, interprètent la culture, il y a ceux qui diffusent la culture, il y a ceux qui regardent la culture, il y a ceux qui critiquent la culture, il y a ceux qui absorbent la culture. Ça, c'est les acteurs culturels. Il y a forcément des produits culturels. Et c'est ce que vous me demandez, c'est qu'est-ce qu'on fournit comme produit culturel ? Alors un produit culturel, d'après moi, c'est quelque chose qui fait qu'il y a un avant et un après. Quand vous êtes confronté à un produit culturel, votre vie, elle va changer. Quand vous tombez sur un tableau dans une exposition et que ce tableau vous marque, il y a certainement une vie que vous aviez avant de découvrir ce tableau, et puis tout à coup, en le regardant, tout vous est apparu. Un bout de votre vie, un bout de votre futur, quelques regrets du passé. Et là, vous vous êtes dit, mais c'est incroyable, j'ai changé. Un tout petit peu, mais j'ai changé. Les produits culturels d'Enigma, c'est exactement ce qu'ils ont comme ambition. C'est de faire de vous quelqu'un qui avait un avant Enigma et un après Enigma. On essaye de transformer votre vie. On le fait par différents moyens. Le moyen le plus simple, c'est de toucher vos émotions. Comme on essaye d'articuler des réflexions autour d'une émotion que vous vivez, vous allez forcément vous demander pourquoi je l'ai vécu, pourquoi j'ai réagi comme ça, comment je m'en suis sorti, et si dans la vraie vie, comment je ferais. Si vous avez fait juste cet exercice, alors votre vie, elle a un petit peu changé. Et si on arrive à changer un petit peu votre vie, notre mission, elle est réussie. Alors plus concrètement, on n'offre pas la possibilité de vivre une seule aventure. Ce qu'on offre, c'est la possibilité de la choisir au moment où vous venez. C'est assez difficile de dire ça en restant bien calme, mais on a essayé de faire ce qu'a fait Disney avec ses parcs. Alors bien sûr, toute proportion gardée, mais lui, ce qu'il vous offre, c'est des émotions fortes en vous faisant vivre des simulations mécaniques, des montagnes russes, des chutes libres, un tronc qui se balade dans l'eau. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose de très mécanique. Alors, ça marche très très bien. Moi, je suis un très très grand fan et de Disney et des parcs d'attractions. Mais ce que j'ai voulu faire avec Enigma et toute l'équipe, ce qu'elle essaye de faire, c'est une sorte de parc d'attractions intellectualisé ou qui se passe surtout dans votre tête. C'est un gros mot, intellectualiser. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde est capable d'intellectualiser. Si je dis à une petite fille qui passe, viens, on va faire semblant d'être une fée, et puis d'aller aider Peter Pan parce qu'il trouve plus son ombre, eh ben, je pense que tout le monde a l'imaginaire suffisant pour générer cette histoire-là. Et si on arrive à faire qu'on y croit pendant au moins 1 minute, alors on sera devenu plus grand. Parce qu'on aura été 1 minute dans notre vie, la fée Clochette. Et ça, c'est incroyable comme sensation. Donc nous, ce qu'on offre chez Enigma, c'est une sorte de parc d'attractions qui vous permet intellectuellement de choisir votre aventure, de choisir votre costume, de choisir votre émotion pour pouvoir la vivre immédiatement. Donc venez au bar à jeux, prenez un jeu de société, laissez-vous bercer par les bruits, les odeurs, les sons, les anecdotes de ceux qui sont à la table d'à côté, et il y a bien des chances qu'à la fin de la soirée, vous ayez fait quelque chose d'autre que simplement jouer à un jeu de société. Je vois déjà toute l'équipe d'Enigma stressée avec ce que je viens de dire. Donc bien sûr, plus les aventures sont compliquées et plus on a besoin d'un petit peu de temps. Donc pour faire un Peter Pan, vous ne pouvez pas débarquer à 4h puis espérer le jouer à 19h. Mais le mini-golf, il fait partie des choses un peu spontanées qu'on peut faire. Les jeux apéro, une fois qu'on vous les a indiqués, vous pouvez les régler tout seul. Les jeux d'ambiance, ils peuvent se faire même en mélangeant les tables. Le jeu de rôle, c'est quelque chose qui peut s'organiser en one-shot assez spontanément. Et je pense que Enigma est le lieu de rencontre de tous les gens qui ont envie de vivre une autre aventure le temps d'une soirée, spontanément ou en s'y préparant.
Parce qu'il était important de trouver un auteur littéraire. Enfin, pour moi, c'était... Il n'y a pas de hiérarchie dans les arts, mais la littérature me semblait être le terreau le plus fertile pour faire ce qu'on voulait faire. D'ailleurs, chaque jeu Enigma, elle est en hommage ou en hommage à un auteur. Et aussi bien Agatha Christie que Thomas Harris. Et il nous fallait un auteur qui puisse combler notre imaginaire. Jules Verne s'est assez vite imposé pour la simple et bonne raison qu'on avait envie d'un univers steampunk. Donc on avait besoin d'un univers du 18e, 19e siècle, mais technologique. Il fallait qu'on puisse voler dans les airs, aller en dirigeable, il fallait qu'on ait des lunettes pour nous éviter d'avoir de la vapeur dans les yeux, il fallait avoir des pistolets à vapeur, enfin vous voyez, tout un imaginaire qui permet d'utiliser des lieux communs, des armes, des véhicules, mais tout en les rendant différents. Le steampunk était très vite quelque chose qui s'est imposé dans notre imaginaire, dans l'imaginaire de ceux qui travaillent autour de moi, pour en faire des bars steampunk, des jeux steampunk, des décors steampunk. Ça nous permettait d'avoir une sorte de sas d'entrée en disant aux gens, vous venez chez Enigma, votre vie, elle va changer. Regardez déjà, vous avez plein d'éléments qui ressemblent à quelque chose que vous connaissez, mais qui ne sont pas tellement comme vous connaissez. Et ça, c'est le premier pas avant de les amener dans le monde suivant, qui est le monde qui va être le jeu qu'ils vont faire. Donc Jules Verne s'est vraiment très vite installé. On avait un petit côté Léonard de Vinci, on avait tout chez Jules Verne. Et puis on avait surtout énormément d'œuvres. Et des œuvres trop cool. J'entends des gars qui vont en boulet de canon sur la Lune, un gars qui fait le tour du monde en moins de 80 jours, enfin, Phileas Fogg. Notre thème de Prison Island, c'était aussi important qu'il s'associe avec Passepartout, avec une recherche de clés, avec voilà. Donc Jules Verne s'est assez vite installé. Et puis dans l'idée de tous les auteurs qu'on a en tête, on avait envie d'aller dans ce qui est peut-être pas à la mode, mais une mode universelle. H.G. Wells avec Le Retour dans le temps, avec L'Homme invisible, avec La Guerre des mondes. C'était quelque chose qui me semblait être le bon auteur du deuxième site. Et puis je peux déjà vous les donner comme ça. Les auteurs qu'on a en tête, il y a Mary Shelley avec Frankenstein, où vous prenez des bouts d'hommes morts pour essayer d'en faire un vivant mieux, et avec toute la détresse qui va arriver. Bram Stoker avec Dracula. Oscar Wilde avec tout le monde un petit peu des Peaky Blinders, du Speakeasy, un peu cette ambiance Gang of New York, les Irlandais qui débarquent aux États-Unis, qui essayent de faire leur territoire, enfin tout cet imaginaire-là qui nous permet de boire du whisky sur des tables en bois, avec un petit peu de criminalité mais pas trop, et surtout en costard-cravate. Voilà, on avait besoin un petit peu d'avoir cet imaginaire qui nous permette de jouer avec des éléments communs, parce qu'on a besoin que les gens s'identifient à quelque chose. On ne pouvait pas les faire passer dans un monde inconnu. Il fallait un monde connu, mais pas comme d'hab. Voilà. Les aventures Studio Enigma, c'était une sorte de défi, parce qu'il fallait qu'on fasse jouer des gens dans la vraie vie, mais en agissant sur leurs émotions. Alors je vais plutôt vous dire d'où je suis parti et ce que ça n'est pas. En fait, je suis parti d'une soirée meurtre et mystère, quelque part, parce que j'adore ce qu'ils font, parce que je trouve ça super cool, mais je voulais pas d'acteurs, parce que je veux pas qu'on fasse du théâtre. Je veux pas offrir une prestation. Après, je me suis basé sur les grandeurs nature, donc les GN, comme on appelle dans le milieu du jeu. Ces GN, c'est des aventures incroyables, hein, qui se passent sur 24, 48 heures, où vous jouez souvent dans une époque médiévale fantastique. Vous jouez des guerriers qui vivent, je sais pas, la vie en forêt. Vous dormez sur place, il y a toujours une taverne, il y a toujours des intrigues, vous avez des armes en latex, enfin voilà. Et ça aussi, moi, je trouve ça très très cool, mais pour amener ça au grand public, c'était
très compliqué. Parce que je pense pas que le grand public il ait envie d'avoir une épée en latex tout le temps. Je suis pas sûr qu'il ait envie de courir dans la forêt déguisé en viking. Enfin, il y avait différentes choses qui faisaient que je pensais que c'était un frein au développement d'Enigma. Et puis il y avait la Murder Party. La Murder Party, c'est peut-être l'endroit d'où je viens parce que c'est une extension du jeu de rôle autour d'une table quelque part. C'est autour d'un repas. C'est très souvent une enquête. Et puis j'aime bien les Murder Party, mais le défi de la Murder Party, c'est je voulais des jeux où il n'y a pas forcément des meurtres. Et ça gêne la définition. Et puis je voulais qu'on puisse aller chercher plutôt l'aventure que une enquête. Je voulais qu'on puisse être Indiana Jones, par exemple. D'ailleurs, c'est assez rigolo. Pour la petite anecdote, un des premiers jeux sur lesquels j'ai travaillé pour Enigma, c'est un jeu qui n'est pas encore sorti. Et je sais même pas s'il sortira un jour, mais on y a travaillé avec des gens du milieu, entre autres avec des gens des Dark Pikachus, qui est notre club de GN valaisan. On a travaillé sur un jeu qui s'appelait Archaeologia, où vous jouiez en fait une sorte de Tomb Raider Indiana Jones qui revient faire une exposition de ce qu'il a trouvé en Égypte. Donc il y avait vraiment cette idée de vivre une aventure, d'expliquer ce qu'on a vécu, etc. Alors après, plus concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un produit Enigma? Un produit Enigma, c'est une aventure Studio Enigma. C'est un produit dans lequel vous venez, vous mettez un nouveau costume, vous prenez une nouvelle identité, et dans un cadre relativement sécuritaire, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez pendant 2 à 6 heures pour vivre une aventure comme si elle était vraie. Il y a beaucoup d'embranchements à Enigma, puisqu'on a 5 produits qui sont issus de cette idée-là. Mais en présentation générale d'un produit Studio Enigma, c'est vraiment ça. Vous êtes l'acteur de votre soirée, vous venez, vous êtes maquillé, déguisé, et vous partez vivre une aventure comme si elle était vraie. Je crois que chaque aventure des studios Enigma, elle apporte des anecdotes. Parce que, je vous avais expliqué la dernière fois, comme on écrit des émotions pour essayer de faire dire un texte, forcément que le texte qui est dit, souvent il est très proche de ce qu'on cherchait à faire dire, mais il est souvent dit avec beaucoup d'humour. C'est quand même très spontané, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, où on joue avec les notions d'immersion et de simulation. Donc on ne sait pas trop cette limite entre le fictif et le réel, elle est très très ténue. Alors l'anecdote que j'ai envie de vous raconter, parce que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup fait rire à l'époque, on a eu sur un jeu Enigma, on a eu 4 couples qui ont réservé une aventure studio Enigma. Et c'est assez rigolo parce que ces 4 couples étaient de la même famille. C'est-à-dire qu'on avait le papa et la maman d'une 60aine d'années, comme ça, qui avaient invité leurs enfants qui allaient de 30 à 40 ans. Chacun accompagné de son conjoint lui aussi, ou de son amoureux, ou de la personne avec qui il partageait sa vie. Donc on avait donc papa, maman, plus 3 enfants, chacun accompagné d'une personne. Il faut savoir que dans ces 3 enfants, le Benjamin, il avait une nouvelle copine qu'il voulait présenter à ses parents, que donc personne ne connaissait, et où ils n'avaient pas mesuré l'aventure Studio Enigma, c'est quand vous arrivez chez nous pour faire un Studio Enigma, vous n'avez pas tellement le temps de vous dire bonjour. C'est-à-dire que on vous prend en charge, vous allez vous maquiller, on vous met les costumes, il y a quelqu'un qui vous briefe sur ce que vous devez dire, vous étudiez votre personnage, enfin ça prend 1 heure à un rythme effréné. Donc il n'y a pas de bonjour, je m'appelle Joël, je suis le nouveau copain de je sais pas quoi là. Il y a, vous arrivez, vous êtes en costume et vous jouez. Donc tout le monde regarde d'un œil curieux cette jeune femme qui est présentée pour la première fois lors du souper, et je vais vous donner son briefing. Quand elle vient vers moi et qu'elle me dit « mais qu'est-ce que je dois faire durant la soirée ?» Je lui dis, et c'est vraiment le briefing, je suis désolé si je heurte avec les propos, mais c'est « toi, t'es conne, tu comprends rien. Chaque fois qu'on te parle, tu réponds en disant « mais mon Dieu, il y a trop de mots dans la phrase, j'ai pas compris. » Et ainsi de suite. Ce qui se passe, c'est que cette personne-là, qui d'ailleurs avait fait un petit peu de théâtre quand elle était jeune, elle joue son rôle parfaitement. Et donc pendant 4 heures,
elle va jouer la conne durant toute la soirée. Et donc on arrive au briefing, et moi bien sûr en tant que maître de jeu, j'ai encore pas compris tout l'enjeu de cette fille qui joue ce rôle parfaitement. Mais là on fait le briefing, et puis je dis, est-ce que quelqu'un a une idée de ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un pourrait expliquer ce qui s'est passé? Et là, cette jeune femme lève la main en disant, oui, alors moi j'ai une idée, il s'est passé ci, ça, ça, parce que j'ai vu ça, 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 et donc je pense que c'est comme ça. Et là, il y a le père qui la regarde et il fait, oh, mais mon Dieu, mais au fait, t'es pas du tout conne. Voilà, j'oublierai jamais tout le recul que j'ai eu pour ce papa qui, pendant 4 heures, a pensé que son fils avait choisi quelqu'un qui lui convenait absolument pas, simplement parce qu'elle avait joué son rôle parfaitement. Et si ça peut vous donner une idée de ce que ça fait de jouer un rôle dans un studio des aventures Enigma, eh ben c'est ça. Vous allez tellement bien jouer, parce que c'est fait pour ça, que les gens vont douter qu'ils sont bien en face de la personne qu'ils connaissent. Élodie, elle va se transformer en Belle, Charlotte, elle va se transformer en Jiminy Cricket, Guillaume, il va se transformer en Jafar, et à la fin de la soirée, vous vous demanderez si vous avez participé à cette soirée avec Jafar, ou avec ce fameux Guillaume avec qui vous buvez des bières d'habitude le vendredi. Et c'est ça qu'on essaye de faire chez nous. C'est toute la théorie sur l'immersion et sur la simulation. C'est-à-dire que si vous voulez faire croire à quelqu'un que sa vie a changé, vous avez 2 options. Soit vous changez vraiment sa vie, et ça, c'est très cher. C'est-à-dire que si je veux transformer cette salle, je sais pas moi, en hôpital, eh ben ça va être très très cher d'installer tout le décor, toutes les personnes, l'ambiance, l'odeur, pour que vraiment vous ayez aucun doute que vous êtes dans un hôpital. Il y a une deuxième option, c'est de mettre un lit avec une poignée et un bouton pour appeler, un gros coussin très blanc, une infirmière, et puis malgré le décor tout autour, on va faire un contrat tous les deux, où on va faire semblant de jouer qu'on est dans un hôpital. C'est ce que font très bien les enfants de 8 ans d'ailleurs. Nous, on a choisi cette deuxième option. Pourquoi? Parce que si vous acceptez le contrat de jouer à faire semblant, alors vous vous ouvrez à la possibilité d'accueillir quelque chose de pire que ce pourquoi vous avez signé. C'est-à-dire que, à partir du moment où vous avez dit « Ok, on va faire semblant qu'on est dans un hôpital », lorsque je vais vous dire « Ah, mais votre prostate, elle va beaucoup mieux, hein !» Eh ben, vous allez le croire. Parce que vous avez déjà accordé votre confiance au fait qu'on jouait à faire semblant. Et c'est beaucoup plus facile de jouer à faire semblant que d'immerger quelqu'un grâce au décor, aux odeurs, au goût. Enfin, vous savez très bien qu'un hôpital, c'est bien plus qu'un décor. C'est des gens, c'est une atmosphère, et ça, c'est hyper dur à créer. Donc, on avait besoin, pour faire cet exercice d'immerger des gens dans des situations très crédibles, de se baser sur des personnages existants, sur des lieux communs existants. C'est-à-dire que quand je dis chaise, on doit tous penser à la même chaise. Quand je dis braquage, tout le monde doit comprendre dans quel vocabulaire on se trouve. C'est-à-dire que si je dis braquage, puis qu'en même temps vous avez un chapeau de cow-boy, allez, ça match. Et j'avais besoin que ces œuvres, elles parlent à tout le monde. C'est-à-dire, pour prendre l'homme invisible, à Yverdon, dès qu'on parle d'homme invisible, tout le monde a les mêmes images dans sa tête. C'est un homme qui est invisible. Souvent, il a un costard-cravate avec un chapeau, et on le voit pas. Et ça nous permet autant de faire du Marvel que du Disney, que tout ce que vous voulez, en fait. À partir du moment où on est tous d'accord de croire que ça existe, alors on peut lui faire n'importe quoi. Et nous, on travaille sur le n'importe quoi. Alors il y en a beaucoup. C'est même notre savoir-faire particulier, c'est-à-dire que si on devait avoir une richesse dans cette société, c'est le fait de pouvoir
créer ça. Je vais essayer de vous les énumérer. Alors bien sûr, c'est une liste non exhaustive parce qu'il y a un peu de magie dans une soirée Enigma. Peut-être la première recette ou la première chose qui marque, c'est que tout le monde est la star de la soirée. Il n'y a pas de figurant chez nous. Il n'y a pas de gens qui viennent pour pas jouer. Il y a un investissement de chacun qui est demandé. Cet investissement, il va vous rapporter exactement le degré d'investissement que vous donnerez en récompense. C'est-à-dire que si vous jouez un peu, vous serez content un peu. Si vous jouez beaucoup, vous serez content beaucoup. Et si vous jouez exceptionnellement, votre soirée sera exceptionnelle. Et ça, c'est vous qui le décidez. On ne peut pas le décider pour vous. La deuxième chose, c'est que c'est lié à des gens qui se connaissent. On est en train de travailler sur des jeux où on n'est pas forcé de se connaître, mais force est de constater que si cette possibilité-là reste ouverte, il est très très intéressant de jouer avec des gens qu'on connaît bien. Il est très très intéressant de voir son papa chanter, libéré, délivré. Ça donne un petit côté waouh à la soirée. Et ça, c'est peut-être la deuxième recette. C'est qu'on fait faire des choses que vous pensiez jamais voir chez des gens que vous connaissez vous. La troisième chose, c'est que vous allez vivre énormément d'émotions. Vous allez rire, vous allez pleurer, vous allez réfléchir, vous allez vous demander si c'est vrai, vous allez vous demander si ça a vraiment existé. Et ça, c'est notre métier. C'est-à-dire d'essayer de puncher là où ça va vous faire du bien. Parce qu'on a tous été devant un film romantique à pleurer en se disant « Oh mon Dieu, j'ai pleuré ». Mais qu'est-ce qu'on dit quand on dit « j'ai pleuré devant un film romantique », on dit « j'ai adoré ça ». J'ai adoré cette expérience de vivre comme si j'avais été l'acteur de ce film. Et ceci est valable pour quand vous avez peur. Les gens qui regardent des films d'horreur, c'est pas parce qu'ils rêvent d'avoir un inconnu qui rentre chez eux pendant qu'ils dorment. C'est parce qu'ils aiment avoir cette émotion de peur. Mettez-leur quelqu'un chez eux pendant qu'ils dorment en train de les regarder dormir, vous allez voir que là, ils sont beaucoup moins fans des émotions que ça crée. Donc, il y a un côté très enfantin. Allez, fais-moi peur. Imaginons qu'il y a un petit lutin sous mon lit. Imaginons que je suis encore capable d'aimer, de souffrir, de vivre, de pleurer. Et ça, c'est les secrets d'Enigma. C'est vivre des émotions très très fortes avec des gens qu'on connaît en principe assez bien, où tout le monde a un rôle égal à eux. Comment répondre à cette question ? Il y a quoi de culturel à s'amuser ? J'essaye de voir s'il existe un produit culturel qui ne nous amuse pas. Est-ce qu'il est possible de souffrir culturellement ? Je sais pas. Pour moi, c'est lié. C'est-à-dire que tout ce qui est culturel amuse. Faudrait définir amuser, voilà. Moi, ça m'amuse dans le sens où ça me permet de m'évader. Ça me permet de réfléchir à des choses auxquelles je réfléchis jamais. Je sais pas, quand vous regardez la Joconde, à l'esthétisme au XVIIIe siècle, à Léonard de Vinci, au Campanile Lady Giotto à Florence, enfin voilà, vous réfléchissez à des choses à laquelle vous attendiez pas à réfléchir, puis ça vous fait du bien d'y réfléchir. Parce que ce qu'il y a d'important dans la réflexion, c'est la réflexion, c'est pas la solution. Et la solution, d'ailleurs, peut-être que demain, peut-être dans un autre cadre, peut-être que plus tard, elle sera différente, cette solution, mais c'est très très important de chaque fois se poser la question du chemin. Et donc, la culture, elle sert à nous questionner. Elle nous sert à nous questionner sur nos origines, elle sert à nous questionner sur nos valeurs, sur les valeurs qu'on partage avec d'autres. Donc forcément que ça nous amuse, parce que forcément qu'on se demande pourquoi notre éthique, notre morale, elle est si liée aux 10 commandements, à la chrétienté, dans un monde qui est plutôt aujourd'hui très ouvert et très tolérant vis-à-vis de ces questions-là. Mais pourtant, on est toujours assez d'accord tous ensemble que tuer, c'est pas bien, que voler, c'est pas bien. Enfin, c'est amusant parce que ça nous permet de prendre du recul avec ce qu'on est. C'est-à-dire que quand vous vous dites, tiens, est-ce que vraiment je suis d'accord avec la valeur que tuer son voisin, c'est pas bien ? Et ben, quand vous prenez du recul, vous dites, ben ouais, ben forcément, pour plein de raisons, entre autres parce que j'aimerais pas que ça m'arrive, etc. Donc c'est amusant de se poser la question de pourquoi
on a des valeurs culturelles. Alors là, je vais m'attirer certainement la foudre de tous les pédants qui font de la culture, mais il en faut justement pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce que vous faites ne s'adresse qu'à des gens qui ont un haut QI, eh ben d'après moi, vous avez raté le coche de devenir culturel. La culture, elle doit s'adresser au plus grand nombre. Un produit culturel, c'est quelque chose qui a plusieurs niveaux de compréhension. C'est aussi quelque chose qui a plusieurs niveaux d'apprentissage. Je sais pas comment dire ça. Si on prend Le Petit Prince de Saint-Exupéry, moi je l'ai lu quand j'avais 6 ans. J'en ai tiré des leçons, je trouvais ça super rigolo, un boa qui mange un éléphant. Puis je l'ai relu quand j'avais 18 ans. Et je trouvais impressionnant cette notion d'apprivoiser. Puis je l'ai relu à 35 ans. Et je trouvais pathétique cette rose qui prend le vent. Puis je l'ai relu à 47 ans. Et je trouve incroyable comme toutes les notions de l'amour sont définies avec tous ces personnages. Et je pense que je le relirai plus tard et j'aurai encore un autre enseignement à faire. Et la culture, c'est ça. Un produit culturel, c'est quelque chose qui vous permet, à partir du moment où vous êtes capable de respirer, de pouvoir prendre quelque chose qui vous appartient. Si j'ose faire de la pub pour un musée que j'adore, le musée d'Ailleurs, la maison d'Ailleurs à Yverdon, elle fait ça très bien. C'est-à-dire que vous avez, quand vous allez dans ce musée-là, la possibilité de regarder l'apprentissage culturel de différentes façons. Quand je vais avec mes enfants voir une exposition là-bas, eux, ils en retireront une certaine profondeur, et moi, j'en retire une autre. Ça veut pas dire qu'elle est plus profonde, c'est juste une autre profondeur. Peut-être que moi, ce qui m'intéresse dans Star Wars, c'est comment on est arrivé à créer ce monde-là, alors que ce qui les intéresse dans Star Wars, c'est quels sont les différents costumes qu'a porté Dark Vador. Et puis peut-être que ma toute petite fille, elle aimerait savoir, mais pourquoi les Lego se sont inspirés de Star Wars? Chaque profondeur culturelle de Star Wars vous apporte quelque chose de nouveau, et d'avoir la capacité de développer ce regard à chaque fois différent, c'est une capacité qui vous appartient. Pour répondre peut-être à la question sur qu'est-ce qu'un produit culturel, c'est peut-être une nouvelle façon de définir la culture. C'est quand vous offrez à la vue de quelqu'un un produit qui peut être maintes fois regardé en tirant à chaque fois des enseignements différents, où c'est presque comme si votre premier regard était l'apprentissage pour avoir droit d'en avoir un deuxième, et ainsi de suite. Donc c'est très très important que ça s'adresse à tout le monde. Et si ça s'adresse pas à tout le monde, demandez-vous si vous n'avez pas fait une bêtise. Oui, c'est une très très bonne situation. En fait, c'est une situation... Alors, financièrement, ça va. Culturellement, c'est top. Au niveau du bonheur, c'est incroyable. Donc oui, c'est une très très bonne situation. Parce que dans l'échelle de ce que vous avez besoin pour être heureux, moi, ça me comble sur tous les points. C'est à la fois divertissant, culturel, défiant. J'ai une vie passionnante. Et je le dis pas, j'imagine que plein de gens ont des vies passionnantes. Mais la mienne, elle est passionnante par son métier, par tous les défis que je dois relever. Et peut-être que Enigma n'est qu'une projection de ce qu'on a tous envie de vivre. Moi, j'échangerais ma vie pour rien au monde avec qui que ce soit. À l'heure actuelle, ce que j'ai envie d'atteindre, elle est du bon niveau de difficulté, et j'espère être un CIO de niveau 2 très bientôt. Je me mets 2, parce qu'en fait, moi je suis très allergique aux énigmes, c'est quelque chose qui m'intéresse pas du tout, en fait. Donc donnez-moi un château, et je vous construirai une aventure incroyable. Qu'elle soit médiévale, qu'elle soit magique, qu'elle parle de Harry Potter ou de Highlander, donnez-moi un château et je vous ferai un truc de fou. Et si dans ce château, vous y trouvez une énigme, c'est qu'à un moment donné, j'ai pas eu assez d'imagination pour faire un truc vraiment cool. Donc c'est quelque chose que j'utilise parfois, mais c'est souvent un aveu de faiblesse, une énigme.